qu'est-ce que c'est que l'identité, que votre identité? Qui êtes-vous? Et ça, c'est la question fondamentale pour moi au départ, c'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que cette question-là, elle a du sens? Se poser la question, comment vous vous définiriez? Se poser cette question-là, je pense que ça n'a pas énormément de sens. Il n'y a pas énormément de sens quand on vous pose à vous la question, qui êtes-vous? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sens parce que pour répondre à cette question, bien des gens vont y répondre en affirmant je suis un professionnel, je suis, et par leur métier. Mais ça ne vous définit pas votre métier. Ce n'est pas une bonne définition que votre métier. Beaucoup de gens vont répondre. Alors, je connais les Américains qui vont vous répondre par ce qu'ils gagnent. Est-ce que le montant de ce qu'ils gagnent, il est défini? Ce n'est pas une identité. Votre profession, même si elle est importante et qu'elle vous définit une partie des rôles que vous portez, que vous jouez, pour autant, est-ce que c'est votre identité? Si c'est votre identité, c'est dommage, c'est assez limité comme concept d'identité. Comme identité, c'est un peu serré, je dirais. Donc, cette idée de l'identité, déjà, pour pouvoir, je pense, atteindre notre identité, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qui est de nous, qu'est-ce qui n'est pas de nous? Bonsoir à ceux qui arrivent, je vois qu'il y a des retardataires qui arrivent, c'est bien, continuez à arriver, ça me fait énormément plaisir que vous soyez nombreux. Ça a l'air de fonctionner ce soir bien sur les deux réseaux, donc la dernière fois j'avais eu quelques petits soucis au mois de janvier quand j'avais fait une émission, j'avais quelques soucis avec le réseau Facebook. A priori, Facebook semble fonctionner correctement aujourd'hui, donc ça c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qui, dans votre identité, est à vous ou n'est pas à vous? Il y a des moments où c'est intéressant de poser, jeune adulte, par exemple, de poser sur la table ce qui est nous, ce qu'on hérite de nos parents, par exemple, en termes de croyances, en termes de culture, et puis de faire le tri. Et ça, ok, j'en hérite, mais je le fais bien, je le choisis. Ou ça, non, celle-là, je décide de ne pas garder cette croyance limitante, cette vision du monde, ces présupposés qui ne m'appartiennent pas, cette expérience vécue qui ne m'appartient pas aussi, de laquelle ça a été déduit. Donc, la première des travaux sur l'identité, je pense que ça serait de commencer à poser les choses sur la table et de dire, ça, d'où je le tiens? C'est à moi, c'est pas à moi. J'en hérite ou je l'ai construit? Si j'en hérite, je peux le choisir et l'intégrer à mon identité. Tant que ce travail ne sera pas fait, il y a des choses qu'on va transporter avec nous qui vont nous limiter. Est-ce que la vision que les autres ont de moi, j'en hérite dans mon identité? Je peux le choisir. Et souvent, malheureusement, on a tendance à adhérer et à prendre pour soi les visions que les autres ont de nous. Et ça, c'est pas notre identité, c'est pas nous, c'est les autres qui projettent. Ils projettent à partir de comportements que nous avons, mais ils n'ont pas l'ensemble de ce que nous sommes. Souvent, si vous essayez de définir et de le mettre en mots, votre identité, si vous essayez de répondre à la question « Qui es-tu ?», c'est quasi impossible parce que vous allez devoir mettre en mots quelque chose qui est intrinsèquement émotionnel, intrinsèquement un vécu, un ressenti. Vous savez, en PNL, on parle de structure de surface et de structure profonde. Les mots que nous utilisons sont une structure de surface qui servent à transcrire une infinité d'événements plus complexes et d'éléments plus complexes qui se trouvent dans notre structure de vécu, dans ce que nous voyons à travers le monde, dans ce que nous vivons réellement, dans ce que nous ressentons du monde et dans ce que nous ressentons de ce que nous sommes dans le monde. Ce que nous sommes dans le monde, c'est très peu visible en mots. Il faut le voir en vécu. Mais pour en avoir une essence, il faut commencer à le déshabiller. Il faut commencer à enlever de cette chose-là les choses qui ne sont pas de nous. Déjà,
Le formatage sociétal. Quelles sont les choses que la société nous met en place? Certes, on est poli, on est gentil, on est... Est-ce que c'est nous, ça, ou est-ce que c'est un formatage sociétal? On a un formatage religieux qui va souvent de pair dans certaines sociétés avec le formatage sociétal. Est-ce que les principes de la religion que je suis, c'est moi? Ou est-ce que j'adhère à des principes? Si j'adhère à des principes, pas de problème, mais est-ce que c'est moi? Intrinsèquement, est-ce qu'on ne m'a pas baigné dans une culture religieuse ou sociétale depuis ma petite enfance qui fait que j'ai intégré tellement profondément ces traits structurels que j'ai tendance à croire que c'est moi. Et pourtant, c'est quelque chose de rapporté de l'extérieur qui vient m'aider à me constituer. Ça peut être une bonne chose. Mais il faut que je sois conscient que c'est un élément extérieur que j'intègre pour me fabriquer. Ça sert à me développer, ça sert à beaucoup de choses. Pour autant, est-ce que c'est moi? C'est un choix. Je peux choisir que ce soit moi, mais est-ce que c'est moi, réellement, intrinsèquement, essentiellement? C'est pas sûr. L'école qui nous formate, vous savez, les écoles d'ingé, toute l'école nous formate depuis la maternelle jusqu'à... On copie. On n'invente pas, on n'est pas nous, on ne fait qu'imiter. On imite nos professeurs, on imite nos camarades qui réussissent bien ou moins bien que nous. On peut imiter dans tous les sens. L'imitation est une capacité de l'être humain. Une capacité qui est majeure, puisqu'on a des neurones spécialisés qui vont nous permettre d'imiter. Mais est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est nous? Peut-être oui. Si on est conscient de la part d'imitation que l'on fait, à ce moment-là, oui, parce qu'on peut choisir. La modélisation, c'est de l'imitation. Et en PNL, la modélisation, c'est majeur. La modélisation, c'est quelque chose de puissant qui nous permet d'acquérir des comportements, mais faut-il que l'on sache qu'on les a acquis et qu'on les accepte comme tels. Pour autant, on a beaucoup imité par mimétisme, par imprégnation, et la plupart des émotions, on les a appris par imprégnation. On considère souvent qu'il n'y a que deux émotions, deux peurs qui sont apprises, la peur du bruit et la peur du manque, cette sensation de manque. Les autres émotions, on les a imitées, construites à partir d'une plateforme commune à tous les êtres humains, qui est ce qui nous entoure. Les autres êtres humains, on les déduit de la télé, on les déduit de nos proches. On va savoir les vivre et les classifier, parce que quand on va vivre une émotion, on la classifie par rapport au monde qu'on connaît. Donc du coup, tout ce contexte-là, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous? Si on le choisit, c'est à nous. Si par contre, on le subit, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la part des choses en se disant « ça, je l'ai appris, ça, je ne l'ai pas appris ça s'est insinué en moi, ou on me l'a proposé, on me l'a imposé souvent. Ce qui est imposé peut être accepté dans la mesure où c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour nous, qui nous aide à nous construire. Mais il y a toute une part de ces choses-là qu'il faut trier. La première condition, c'est de savoir ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous. C'est partout, hein, l'imitation, elle est partout. La mode, des phénomènes de mode qui changent chaque année ou par période. Suivant les classes sociales, vous allez remarquer que les modes ne sont pas les mêmes suivant les classes sociales. On va essayer de se rapprocher d'un phénomène de mode, d'une classe sociale, d'un groupe d'individus, et imiter ce groupe d'individus pour se faire accepter dans ce groupe d'individus. Est-ce que c'est nous? Ou est-ce qu'on met des masques pour se faire accepter? Voire aller à l'encontre de nous-mêmes. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est complexe. Première chose, c'est de savoir ce qui est à nous, ce qui n'est pas à nous. Ce que l'on imite et qu'on est conscient qu'on l'a appris. Si on l'a appris, c'est quelqu'un d'autre l'a découvert. Heureusement qu'on a cette capacité. S'il fallait réinventer l'eau chaude à chaque fois, ça serait un peu complexe quand même. Donc,
Du coup, qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous, il faut le mettre sur la table. Qu'est-ce qu'on hérite de notre famille, de notre contexte culturel, qu'est-ce qu'on hérite de notre contexte sociétal, qu'est-ce qu'on hérite de nos proches et des projections qu'ont fait nos proches sur nous. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'on intègre à notre identité, qu'est-ce qu'on n'intègre pas. Et nous-mêmes, quand on se pose la question « qui suis-je » quelle réponse on cherche à travers cette question? À se connaître, à s'identifier ou à trouver du sens? Ce n'est pas la même chose. Travailler sur soi, se connaître, s'identifier, c'est une chose qui est importante, qui est super intéressante à faire. Parce que ça nous permet de grandir, de trier dans ce qui nous blesse, de trier dans ce qui n'est pas bon pour nous. Et puis de notre côté, on a une autre part de ça, c'est-à-dire qu'à travers ça, quelle importance j'ai dans le jeu, moi? La quête du sens. Cette quête du sens, elle est souvent une forte demande, une très forte demande. Pour autant, est-ce qu'elle-même, elle a du sens? Est-ce qu'une quête du sens, ça a du sens? Si on est une poussière sur une étoile qui se promène dans une galaxie perdue autour d'un amas galactique, qu'eux-mêmes, d'un super amas galactique, on est encore moins qu'un grain de sable sur une plage. Est-ce que le grain de sable sur une plage a du sens? Oui. Le grain de sable sur une plage a du sens. Il est le grain de sable sur une plage et en lui-même, il a du sens. Et puis, il peut être très perturbant. Des fois, vous mettez sur la plage, il rentre dans le maillot de bain, ça vous ennuie. Vous voyez, il a une vraie importance, le grain de sable sur la plage. Mais pour autant, il est infime. Est-ce que le fait d'être infime est satisfaisant? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que le fait que mon sens soit infime, est-ce que pour autant ça lui retire de l'importance? L'importance, est-ce qu'elle est intrinsèque ou est-ce qu'elle est liée aux actes que je pose? On verra ça un petit peu plus tard. Je vais vous faire une petite expérience autour de ça pour voir si l'importance, elle est intrinsèque. C'est qu'on va la faire tout de suite. On va en faire une. Je vous prépare un autre truc un peu plus tard, mais ouais, c'est toujours la même chose. Si je cherche une quête du sens, c'est que je dois servir à quelque chose. Alors déjà, servir, ça ne me plaît pas beaucoup. Est-ce que je suis un ustensile de cuisine? Est-ce que je dois servir à préparer un plat? Est-ce que je dois servir à quelque chose de particulier? Non. Est-ce que le sens se trouve dans la servitude? C'est une question intéressante de se poser. Est-ce que le sens se trouve dans la servitude? Ou est-ce que le sens se trouve dans ce que je construis? C'est très différent. Si le sens se trouve dans la servitude, alors j'attends que le sens vienne de l'extérieur, que l'extérieur me donne un sens. Et là, d'être le grain de sable, ça peut poser problème. Si par contre, j'attends à ce que je construise le sens que je donne moi à mon existence, je peux le construire. À ce moment-là, le sens ne vient pas de l'extérieur. Je ne suis plus un ustensile, ou si je le suis volontairement. Mais je suis au service de la cause que j'ai déterminée, de ce que je veux être, pas de ce que l'extérieur va m'imposer. Donc, ça aussi, c'est une question. Si je m'interroge sur l'identité, est-ce que je m'interroge sur l'identité pour me grandir, me valoriser, ou pour me connaître? C'est deux démarches différentes. Pour me grandir, c'est souvent que je vais avoir un problème de confiance en moi, de trouver ma place. Et souvent, parce que les autres m'affichent peu de confiance, peu de crédit. Et du coup, j'en perds à mes propres yeux. Et ça, c'est assez moyen. Je vais maintenant vous poser une question. Est-ce que un être humain a plus de valeur que l'argent? Alors,
vous n'êtes pas américain. Donc souvent, vous allez me répondre, me répondre que oui, un être humain a plus de valeur que l'argent. Ça, c'est clair et je le pense très intrinsèquement, très fortement aussi. Pour autant, certains Américains ne vont pas aller dans ce sens-là parce que l'argent est tellement prioritaire pour eux que. Mais pour nous, et si vous êtes là ce soir, c'est que vous vous intéressez à l'être humain. Donc, est-ce que l'être humain a plus de valeur que l'argent? Voilà. Est-ce qu'un être humain a plus de valeur que ce billet? 50 euros, ça a beau être une somme quand même, c'est jamais qu'un bout de papier. Hein. C'est jamais qu'un bout de papier. Et il vaut 50 euros. C'est-à-dire, bon, c'est pas rien, mais c'est pas 1 milliard non plus. Mais il a une valeur. Il a une valeur, ce bout de papier. Et ce bout de papier-là, imaginez, qu'est-ce qui arrive à un être humain dans sa vie? Il naît. Et le fait de naître, vous avez, quand vous tenez un bébé dans vos bras, un nouveau-né dans vos bras, vous sentez bien la valeur qu'il a. C'est incroyable. Parce que on est là. Moi, je sais que je suis comme ça. Je sais que quand je le prends dans les bras, j'ai peur. J'ai peur de le faire tomber. Et puis, ça me paraît tellement précieux. C'est tellement. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est une essence même. C'est quelque chose de. C'est comme un diamant. Mieux. C'est tellement précieux. Et on l'a dans les bras. Ça a tellement de valeur. Cet individu qu'on porte là, c'est colossal. Et puis il grandit. Et ce qu'il y arrive souvent, c'est que plus tard dans la vie, il a l'impression de ne pas avoir de valeur. Il a l'impression de ne pas avoir d'importance. Bébé, il en avait énormément. Et puis il grandit et du coup, parce que il n'est pas très bon à l'école, parce qu'il y a des revers de vie, parce qu'il vous arrive des petites catastrophes de vie. Hein. Personne ne passe à côté de ça, il y en a souvent. Hein. Mais on s'en sort. Mais on morfle, on prend un petit peu des cornures, un petit peu de froissage, parce que la vie vous froisse. Vous avez souvent l'impression que vous n'avez pas de valeur. Or, vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain. Et l'être humain, il a une valeur énorme. Si je prends ce billet, il vaut 50 euros. Il a été imprimé, il est né, il vaut 50 euros. Voilà. Je peux aussi le piétiner un petit peu. Voilà. Un petit peu sous la chaussure. Et là, il est tout froissé. La vie l'a bousculé, l'a froissé. Il n'est plus aussi beau qu'avant, c'est sûr. On vieillit, on prend des coups. Et pour autant, il vaut toujours 50 euros. Et c'est un bout de papier. Ce n'est qu'un bout de papier et malgré qu'il ait été flétri, malgré qu'il ait été froissé, il est peut-être un peu moins beau, mais il a toujours la même valeur. Et si l'être humain, non seulement il est froissé, il est peut-être un peu moins beau, mais peut-être qu'il a pris de la valeur au contraire. Peut-être qu'au contraire, ces éléments-là ont fait qu'il a pris de la valeur. Est-ce que vos blessures vous font souffrir? Oui, vos blessures vous font souffrir. Pour autant, certaines de ces blessures vous ont fait prendre de la valeur. Alors, des fois, on la voit, des fois, on ne la voit pas. Est-ce que ces blessures et ce froissage de vie fait partie de votre identité? Si elle n'a pas touché déjà à ce que vous valiez au départ, vous valez toujours. On ne perd jamais de valeur. On est un être humain, on est né avec une valeur intrinsèque et elle ne peut que croître. Elle ne peut pas descendre. C'est vous qui pensez, ou d'autres qui pensent. Qu'est-ce que pensent les autres? Ce n'est pas vous. Et si vous pensez que vous avez perdu de la valeur, c'est que vous n'avez pas fait le tri dans ce qui vous blesse. Et que ce qui vous blesse prend plus d'importance que vos réussites, prend plus d'importance que vos talents. Et c'est dommage parce que des talents, vous en avez. Donc, la deuxième chose à faire, une fois qu'on a trié ce qui était à nous et pas à nous, c'est trier ce qui nous blesse. Et c'est souvent les autres qui nous blessent.
Ce n'est pas nous qui nous blessons. On peut faire des erreurs. On fait des erreurs qui peuvent être dramatiques pour notre vie, dramatiques pour ce que l'on traverse. Pour autant, cette trace psychique qui reste, si demain vous vous cognez la tête et que vous avez une amnésie, vous existeriez toujours. Votre identité serait toujours là, peut-être un peu différente, avec des éléments différents. Peut-être que vous n'auriez pas le même nom, parce que vous ne vous rappelleriez pas votre nom, mais vous seriez toujours là. Et par contre, vous auriez moins de limites parce que les traces auraient disparu. Donc ça veut dire que ces traces ne font pas partie de vous, ne font pas partie de votre identité. Est-ce que votre histoire constitue votre identité? Oui, mais elle la constitue dans le sens que vous choisissez. C'est un choix. Et je choisis qu'une expérience m'impacte ou ne m'impacte pas. Je choisis de faire vivre ma douleur ou de la nettoyer, tout simplement. Ça s'efface. En PNL, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. On peut enlever les traumas. En hypnose, en PNL, on sait faire ça. On recale un peu dans le siège. Donc, si je travaille sur mes traumas, si je peux les revivre sans aucune trace émotionnelle, sans qu'ils impactent mon identité. Donc, du coup, qu'est-ce qui ferait mon identité si ce n'est pas mes traumas, si ce n'est pas ce qui me blesse, et qui souvent, pour me venger, va essayer que je blesse les autres, va me développer un caractère qui fait, est-ce que c'est moi? C'est des choix que je fais. Alors, si c'est des choix que je fais, oui, c'est moi. Si je choisis de vivre mes traumas, alors oui, c'est moi, je les intègre, ils deviennent identitaires, bien qu'ils ne le soient pas, puisqu'on peut les effacer. Votre identité, on ne peut pas l'effacer. Vous serez toujours là, même si vous étiez amnésique. Donc, ça veut dire qu'intrinsèquement, l'être que vous êtes est là. Ce que vous constituez avec votre passé, c'est un choix. Le choix du bon ou le choix du mauvais pour vous. Pour les autres, ce n'est pas important. On n'est pas dans la morale. On est dans ce qui vous permet de vous construire et d'avancer ou ce qui vous freine et vous empêche d'avancer. C'est surtout ça qui est important. Donc, du coup, une fois qu'on a éliminé les traces traumatiques, il nous reste quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Ce que je décide qu'il reste. Et là, ça veut dire que j'ai éliminé tout ce qui permet de me constituer en termes de pulsions, en termes de peur, en termes de croyances limitantes. Donc, le travail sur les croyances limitantes, c'est un travail majeur pour dégager notre identité. Nos croyances ne sont pas notre identité. Souvent, elles sont héritées et les croyances sont soit héritées, soit sociétalement construites, soit par l'expérience. Je vais les construire, je vais les déduire des autres aussi. Donc, il y a beaucoup de sources en nos croyances, mais nos croyances, ce n'est pas notre identité. Ce qu'on est au-delà de nos croyances. Ce n'est pas ce qu'on apprend, c'est ce qu'on décide d'être. Et ce qu'on décide d'être, ce sont des choix. Des choix souvent inconscients, quand ça nous blesse, c'est souvent des choix inconscients. Pour autant, il est clair de travailler dessus. Si on travaille dessus, on peut éliminer ces choix inconscients et qu'ils deviennent des choix conscients. Après, il y a un truc qui permet de lire les gens. Voilà. Il y a un truc qui permet de lire les gens, c'est si, je vais vous montrer ça, voilà, certains, voilà. Il y a des choses qui vous constituent. Dans les choses qui vous constituent, vous avez vos sens, ce qui vous permet de capter l'information, vos canaux d'acquisition de l'information. Et effectivement, on le voit en PNL, ces canaux vont nous orienter dans notre façon de penser, notre façon de voir le monde et dans notre façon de nous comporter dans le monde et de déduire des choses du monde. Donc, si on arrive à les lisser, à les équilibrer à peu près, on n'y arrivera jamais tout à fait, mais si on en est conscient déjà, ça évite que les autres n'arrivent à nous lire facilement. Mais là, on travaille des fois sur un outil là, qui est un outil qui permet, avec 4 axes, peut-être un 5e, on verra, avec 4 axes, d'avoir une espèce de radiographie de la psyché de la personne. Voilà. Vous avez d'abord les canaux de perception. Les canaux de perception sont ce qui vous permet de déterminer une grande partie des comportements de la personne. Est-ce que les comportements, c'est l'identité?
c'est autre chose. Après, vous avez les métaprogrammes. Sachant que les canaux de perception sont souvent classés dans les métaprogrammes. Après, vous avez les métaprogrammes. Les métaprogrammes sont un ensemble d'une cinquantaine de façons d'être, d'automatismes, de mode robot quelque part, mais qui nous permettent de percevoir le monde. C'est des filtres qu'on a mis en place qui nous permettent d'acquérir de l'information plus rapidement, d'être efficace. Ça nous sauve la vie les 3/4 du temps, hein, mais ça nous contraint aussi dans certains domaines. On va avoir des automatismes. Et les automatismes, est-ce que c'est vous? Ben oui, en partie. Les canaux, les automatismes, c'est vous en partie. Et puis, là-dessus, après, je vous parlais d'aspect sociétal, civilisationnel, culturel. Et bien, on a la spirale dynamique. La spirale dynamique, je le prends comme exemple, mais c'est des niveaux de valeur. C'est-à-dire, c'est les valeurs et comment vous les voyez. Si vous êtes plutôt à tendance écologique, à avoir des valeurs égalitaires, des choses comme ça, ben vous serez plutôt dans une certaine culture. Si vous avez plutôt des tendances fortes à penser qu'il y a des choses que tout le monde doit respecter, qu'il faut être très ancré là-dedans, presque des choses qui viennent du dessous de nous, vous serez aussi de notre niveau de culture, et toutes ces valeurs peuvent se mixer. On les vit toutes pratiquement. Et ces valeurs, quand elles deviennent dominantes, permettent un certain degré d'automatisme et un degré de prédictibilité. Et puis, il y a l'énéagramme. L'énéagramme, c'est une typologie qui est basée sur nos compulsions. Des compulsions qui sont bâties sur des mécanismes de défense qu'on a mis en place dans la jeunesse. Et là, c'est pareil. Ça donne des comportements qui sont prédictibles. L'énéagramme, l'idéal de l'énéagramme, c'est de se trouver au centre, c'est-à-dire d'avoir toutes les influences en même temps sans avoir d'automatisme, c'est-à-dire de juger. C'est un vœu pieux, y arriver, c'est très difficile. Donc, être sur l'intégration, c'est ce que Gurdjieff appelait la voie de l'homme malin, d'être au centre de l'énéagramme. C'est compliqué, c'est loin d'être simple, et je ne sais pas si quelqu'un y est arrivé. Donc, si on prend ces 4 facteurs d'analyse, on pourrait analyser une personne humaine et prédire quasiment l'ensemble de ses comportements. Mais j'ai dit quasiment, je n'ai pas dit totalement. Parce que, pourquoi? Parce que c'est... Ah, j'ai vu Fred qui est arrivé. Salut Fred. Il faut que je l'appelle à Fred. Message particulier. C'est pour Fred. Il faut que je l'appelle. Je vois qu'il y a tout plein d'habitués qui sont là. Il y a Coco Le Havre aussi. Ah oui, ça fait plaisir. Donc, cette idée de regrouper ces 4 outils, d'avoir un outil de prédictibilité, va nous donner la capacité de prédire chez quelqu'un qui est dans ses automatismes, ses comportements, ses pensées et ses désirs. Donc, c'est quelque chose de très fort. Pour autant, ça ne nous permettra pas de cerner son identité. Ça nous permettra de cerner sa persona globale, mais pas son identité. L'identité, elle est au-delà. D'abord, elle est mouvante. Vous n'êtes pas la même personne, mais ça, je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas la même personne que vous étiez il y a 20 ans. Ça, c'est clair. La meilleure chose pour définir son identité, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je ne suis pas. Je crois que la clé, elle est plus vers là. Krishnamurti le dit dans ses conférences. Ce grand penseur, défunt aujourd'hui malheureusement, a bien cerné ce concept-là, un concept très, très pointu là-dessus. Il tacle un peu tout le monde d'ailleurs, avec ça, quelle que soit sa culture. Mais c'est plus essentiel de chercher ce qu'on n'est pas que ce que l'on est. D'abord, ce que vous êtes un ensemble de ressentis. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de mettre en mots tout cela. Ce n'est pas visible. Expliquer à quelqu'un qui vous êtes, c'est impossible. Et le voir clairement, vous-même, vous le voyez à travers des valeurs. Vous le voyez à travers vos valeurs, à travers ce que vous colportez. Je
Je voulais vous faire un petit exercice, je l'ai complètement zappé en début d'émission. Écoutez, si vous avez une feuille de papier, là, Coco là, qui nous dit que oui, l'être humain a plus de valeur que l'argent, mais pas pour tout le monde. Je suis complètement d'accord avec toi, complètement. C'est infini la valeur de l'être humain.